Bien, questionnaire Rourou. Avec un bon petit joueur de club. Il veut pas. Mais tu n'as pas été en équipe de France, toi, un peu hein. Bon, Vincent Guérin, à ma droite. C'est parti pour le questionnaire Rourou. Ça va, Vincent? En forme? Ouais, très bien, Tout va bien. tout va bien. Tu cavales encore mobilette ou Ouais, tu j'essaie t'essouffles un peu j'essaie de m'entretenir, mais c'est dur avec l'âge, hein. Le mental est moins présent, hein. Tu fais quoi? C'est difficile. Des séries de 10 km? Ouais, j'essaie de courir, j'essaie de gambader un petit peu une fois Ouais. par semaine, un petit peu de tennis de temps en temps, voilà. Ah, quand même, bon. Ouais. Tu es toujours dans le coup. Alors, si tu étais un joueur, tu serais qui? Un joueur. Ah, il y en a beaucoup, mais il y en a un auquel je pense fortement évidemment, c'est Andrés Iniesta, parce qu'il joue quasiment au rôle auquel j'ai évolué pendant de longues c'est vrai. années. Et Un qui peu a le même gabarit profil, aussi. Bon, voilà. toi, un peu plus gaillard, mais ouais. Ouais, mais le même profil, un petit peu physique déjà, on a la même taille quasiment. Ouais. Et puis un rôle assez complet au milieu de terrain, à la fois relayeur, récupérateur, passeur, buteur. Donc j'étais aussi. Donc dans Iniesta, ce- c'est un gars qui te touche, quoi. Oui, qui me plaît beaucoup parce que très souvent décisif et puis souvent quelqu'un qui met en tout cas ses partenaires dans les meilleures dispositions. D'accord. Mais toi, tu étais peut-être quand même plus travailleur, un peu plus bas qu'Iniesta, Non, on je va jouais dire. 8 moi, mais j'ai terminé en 6, donc souvent Ouais, tout le c'est ça. monde pense que j'étais pense à milieu ça, défensif. ouais, voilà. Mais j'étais relayeur pendant 10 ans, quoi. D'accord. Alors, un numéro 10. Un numéro 10 qui t'a marqué. Si tu étais un numéro 10, tu as Quand ça a été un petit peu les premières images de télé que j'ai vues à la télé, Ouais. c'était la vague orange à ce moment-là avec Johan Cruyff. D'accord. Et pour moi, ça a été un joueur oui, qui avait une ouais, belle gueule déjà. L'élégance, qui du avait, charisme, ouais, voilà, c'est vrai. Ouais. un bon port de tête, une Ouais. élégance avec le ballon. Et puis quelqu'un qui était décisif et qui était vraiment très plaisant à voir jouer. Cruyff, c'est pas dégueu. Et une équipe? Si tu étais une équipe, Pareil, ça va c'est avec les Pays-Bas, ça va de alors. pair, Ouais, ouais, c'est ouais. c'est la Hollande ou l'Ajax, 74. non plus Pays-Bas, Ouais, la la Coupe du Hollande Monde. 74, parce que pour moi, ça a été pareil, les premières images d'une grosse équipe. Malheureusement, ils n'ont pas gagné cette Coupe du Tu avais Monde. quel âge là à l'époque? Moi, j'avais 11 ans. Donc tu as pleuré? 9 ans. Tu Ouais, n'étais pas content que l'Allemagne... ouais, non, j'étais très déçu, très déçu que la Hollande soit pas Beaucoup de sacrée gens, je parce crois, qu'ils avaient fait une Coupe du Monde bien sûr. extraordinaire et malheureusement, ils n'avaient pas été au bout. Alors si tu étais une période de football, laquelle tu aurais préféré? Celle qui m'a marqué, ça a été la première, donc ça a été aussi la Hollande. Ah, tu as été marqué au fer rouge Ouais, par, au fer rouge par la Hollande. par cette période-là, effectivement, parce que c'est les premières images, comme je disais. Le premier spectacle auquel je pouvais assister footballistiquement parlant, et puis il y avait un collectif qui était énorme, avec d'énormes individualités, mais qui était dans un rouage collectif, et c'était une image qui m'est restée. Tu avais un bon exemple avec ce football merveilleux. Où il y avait aussi quand même, parce que l'Allemagne c'était pas dégueu non plus. Bon, autant le Bayern c'est un peu défensif, mais l'équipe d'Allemagne, plus rigoureux. Oui. C'était pas des tendres, hein, les Néerlandais, c'était quand même ils s'envoyaient du bois aussi, les Allemands. Ouais. Bon, les Anglais et les Pays-Bas, il y avait ce côté un peu romantique avec Cruyff, Rep, Reisenbrink, qui était un joueur fin. Et Niskens qui était un peu. Mais enfin, Niskens, Sorbier, même Kroll avec son élégance, c'était quand même pas des tendres. Alors un stade de football, si tu étais un stade de football, le stade de football. Moi ça c'est assez simple, hein. Moi je suis né à la clinique du Parc des Princes. Tu es né à la clinique du Parc des Princes, bon là tu pouvais pas échapper à ton destin. Échapper à mon destin, exactement. Et puis bon, j'ai eu la chance d'y évoluer pendant 7 ans. C'est vraiment un stade de football. Ouais, c'est une ambiance, et c'est l'architecture du stade qui fait que aussi une ambiance extraordinaire, parce que c'était une cocotte minute avec un public extraordinaire, très proche des joueurs, une proximité avec les gens et beaucoup d'ambiance de matchs partagés. Toi qui as fait quand même des stades assez conséquents, vraiment c'est le stade de football par excellence, quoi. Même s'il y a un côté sentimental évidemment. Ouais, il y a ce côté, il y a surtout ce côté sentimental évidemment. Après, effectivement des stades, j'en ai fait énormément, des ambiances complètement folles. Des New Camp ou des choses comme ça, où il y a curieusement peu d'ambiance, hein. C'est pas aussi le stade. Non, après il y a les supporters, ça joue quand même. Bien sûr. Ah non, après il y a deux autres stades au niveau des ambiances qui m'ont marqué. Liverpool. Liverpool, parce Anfield, c'est pas mal. Anfield, c'est quand même quelque chose. Donc j'ai eu l'occasion d'y jouer avec l'équipe de France une fois, mais aussi surtout en club avec le Paris Saint-Germain, en demi-finale de Coupe d'Europe. Et là, ça avait été bouillantissime. Et puis j'ai un autre souvenir, un autre stade anglo-saxon aussi, c'est
au Celtic de Glasgow. Ah bah oui, d'ailleurs il y a des similitudes. Extraordinaire. Et puis c'est la seule fois où j'ai connu ça, c'est-à-dire qu'à la fin du match, on n'avait pas tout à fait compris au tout début. C'est que tout le monde s'est levé et il nous a fait en fin de compte une standing ovation. On a gagné 3-0 là-bas. C'est l'année où on a gagné la Coupe d'Europe d'ailleurs. D'accord. Et le public s'est levé, a fait une standing ovation. Ah, mais c'est le football, ça, les enfants. Ça, c'est. Oui, et ça, vous n'avez pas compris, vous dites, pourquoi on se lève. Ça arrive rarement, surtout à l'extérieur. Ouais, surtout si tu gagnes chez. En général. Souvent, tu te fais huer ou siffler. Voilà, donc ça, c'est des souvenirs vraiment marquants de stade et d'ambiance. Ça, c'est des sacrés stades. Alors, si tu étais un entraîneur, ou des entraîneurs, enfin l'entraîneur pour toi, ça représente quoi un entraîneur particulier? Moi j'ai pas d'entraîneur véritablement à tirer du chapeau, je pense que tous les entraîneurs que j'ai côtoyés, tous des qualités, tous des défauts. Mais après, j'ai toujours aimé en tout cas le dialogue que j'ai pu avoir avec certains. D'accord. Ça c'était important, et puis d'avoir un certain respect, une certaine forme d'honnêteté aussi. Je pense que justement le libre-échange était intéressant aussi. Même dans des cas de figure où ça n'allait pas foncièrement dans ton sens. Mais au moins, tu avais pas. Les joueurs disent souvent ça, ils ont besoin de. Mais tu en as connu quand même, et puis on s'en fout de les citer ou quoi, mais qui étaient quand même plus marboulins que d'autres. Exactement, qui n'étaient pas très clairs. Et là, c'est difficile après. C'est un peu compliqué parce que le rapport de confiance est un peu bafoué, et puis on ne sait pas où on va. Et on est un petit peu sur ses gardes, quoi. C'est surtout ça. D'accord. Alors, si tu étais le grand boss de l'International Board, avec ton gros cigare, et que tu peux changer quelque chose dans le football? Aujourd'hui, je pense que s'il y avait quelque chose éventuellement à faire évoluer, je pense qu'il y a une multiplicité des compétitions, notamment au niveau des adultes, ça c'est une certitude. Mais c'est surtout au niveau des jeunes où on met de plus en plus de compétitions pour des jeunes joueurs. Ah d'accord, ok. Quand tu dis des jeunes, c'est des jeunes qui sont déjà un peu pro ou on passe de le devenir, c'est-à-dire des 19, 20, 21. Non mais on voit dans les 16, 17 ans, 18 ah d'accord, ans, des championnats du monde de ceci, des trucs de cela. Très tôt, très jeunes, et je pense qu'on les casse aussi. Parce que ces jeunes joueurs pensent déjà être arrivés évidemment au plus haut niveau. Ah oui, le fait déjà de porter le maillot de l'équipe nationale, d'être champion de ceci ou champion de cela, d'accord. Donc toi c'est plutôt au niveau mental car c'est que... d'accord. Il y a la référence malheureusement qui n'est pas très bonne pour nous, c'est la génération 2001 qui a été championne du monde des moins de 17 ans. Et quand on regarde cette génération, il y en a un seul qui a porté une maillot bleu, c'était Cinema Pongol, après chez Léa. Et tous les autres ne sont pas passés. Il y en a 6 qui ont dû faire une carrière pro, et puis après ça a été CFA national, donc, et puis il y en a qui n'ont jamais été pro. D'accord. Et je pense que le fait de multiplier les compétitions très jeunes n'est pas foncièrement une bonne chose. On le voit, il y a la Ligue des Champions maintenant des moins de 19 ans, enfin bientôt. Oui, bien sûr, ils sont déjà dans le truc. Ok. You must stop, please, the off competition. Si tu étais un rêve, a dream, I have a dream of football. Il y a une chose. Un rêve, tu vois, quand tu te couchais, petit ou grand, tu disais, truc, on l'a tous gagné évidemment cette Coupe du Monde, mais truc, enfin bon, toi tu n'es pas passé loin, à 2-3 ans près, tu étais un peu dans le groupe, mais voilà, si tu étais un rêve, mais ça peut être autre chose aussi. Non, ça serait de gagner une Coupe du Monde, ça aurait été de gagner une Coupe du Monde quand on est petit, justement, c'est un peu. Quand on est gosse, oui. C'est un peu le rêve de gamin, c'est d'aller vers le plus haut, et c'est vrai que c'est la compétition majeure avec sa sélection, donc. C'est vrai que c'est une chose qu'on aimerait bien justement avoir dans son armoire, entre guillemets. Mais bon, maintenant c'est passé pour moi tout ça. Mais c'était quand même pas si mal. Alors, si tu étais le geste qui te plaît chez le footballeur, forcément avec le ballon. C'est les frappes de loin en fin de compte. Les frappes parce qu'il y a beaucoup de spontanéité dans ces gestes-là, beaucoup de vitesse aussi. Tac, on enchaîne. Et puis c'est des buts en général qui plaisent parce que ça vient de très loin et on en voit de moins en moins dans le championnat de France, je trouve. Et c'est toujours des buts un petit peu qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Alors un geste maintenant que dans le football que tu tolères, qui n'est pas très heureux, mais bon, que tu peux comprendre, quoi, on va dire. C'était plus un peu de ma génération, il y en avait davantage, parce qu'il y a une protection quand même du jeu globalement depuis quand même pas mal d'années, c'est le tacle. Donc c'est pas foncièrement toujours un geste
de footballeur. S'il est maîtrisé, ça peut être un beau geste aussi, mais bon. Voilà, après. Mais tu le comprends, après, oui, ça fait partie, exactement, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que bon, c'est pas foncièrement le geste que j'apprécie. Tu le tolères, mais pas trop. Et s'il y en a un que, alors là, tu le tolères pas et c'est quelque chose d'insupportable qui te fatigue. Ah ouais, c'est la simulation. Ah oui. Et puis là, on est champion du monde. Et puis en Liga, là, c'est vrai que là, c'est. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est. Non, ça c'est insupportable. Insupportable parce qu'on en a vu. Il y a eu une période où on en voyait énormément. Bon, là, ça s'est un petit peu calmé. Mais on en voit encore. On en voit encore. Et c'est le genre de choses. Le moindre contact, quoi. Je veux dire, le gars hurle. C'est détestable. Ouais, absolument. Alors, la plus belle qualité, selon toi, chez un footballeur? Bah, chez tout sportif, je crois que c'est savoir remettre son titre en jeu ou son objectif en jeu. Donc, c'est l'humilité du champion, tout simplement. Et ça, je pense que c'est une très belle qualité, que ce soit au niveau ou un niveau moindre. C'est toujours de se remettre en cause et de se remettre justement sur le droit chemin pour rebondir et non de rêver et de penser qu'on est le meilleur. Et puis être cette forme d'arrogance, exactement, etc. Cette suffisance aussi qu'on peut avoir. Et que tu as dû côtoyer aussi, que ce soit dans l'équipe ou en face ou des choses comme ça. Chez tout le monde, quoi. Mais bon, c'est le danger. Et c'est assez français aussi. Bon, c'est un peu de partout, c'est chez les champions, il y a l'ego. Chez les grands champions, c'est unanime, tu le retrouves chez tout le monde. Ouais. Ils savent très bien, tout le monde sait qu'il faut justement être humble pour rebondir et repartir de l'avant. Absolument. Les grands champions en général, les super, ils regardent après. Et le plus gros défaut, selon toi, chez un footballeur? La tricherie. Oui, on revient un petit peu à ça. C'est vrai que c'est un petit peu. C'est une valeur importante pour moi. Et puis, en tant que sportif, mais en tant qu'homme aussi, je pense qu'à partir du moment où on est sur le terrain, il y a quelque part un comportement aussi qu'on peut avoir dans la vie. Et vis-à-vis des arbitres aussi, peut-être aussi. Exactement. Au niveau du comportement, de soi-même, absolument. Et si tu avais une devise footballistique? La devise, c'est d'y croire. Pour pouvoir relever des défis, toujours y croire. Parce que toi, tu as eu quand même des moments difficiles au milieu de ta carrière, à Montpellier, entre les blessures ou des choses comme ça et tout. C'est vrai que. On n'aurait pas forcément pensé la suite, quoi. Il fallait être costaud. Exactement, il faut être mentalement bien équipé. Bien entouré. Mais y croire pour relever les défis qui vont venir, parce que ça se passe pas toujours comme on le souhaiterait. C'est pas toujours cousu de fil blanc, mais il faut être téméraire, ambitieux, déterminé pour aller de l'avant et quelles que soient les situations. Et courageux quand même, absolument. Sûr. Et mentalement notamment. Et qu'est-ce que tu as beaucoup appris évidemment, ça a été une passion et ton métier pendant 20 ans, et tu es encore dans le football. Le football, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'individu, quoi? Le respect, je pense que le respect de soi-même, déjà, de se respecter soi-même par rapport à sa pratique, par rapport à sa vie de tous les jours aussi, par rapport à son cercle familial, de ne pas faire n'importe quoi, pour pouvoir aussi être performant sur le terrain, et puis savoir aussi respecter les autres, l'adversaire. Je pense que ça aussi c'est une grande qualité. Mais c'est des valeurs d'homme tout simplement qu'on apprend à travers le Donc pour toi, l'adversaire, c'était pas quelqu'un à tuer, l'objet du mal ou quelque chose comme ça. Bon, évidemment, il y aura plus de détermination pour avoir un ballon ou des choses comme ça, mais tu le voyais comme un adversaire ou tu le voyais comme un partenaire de jeu, quelque part. Oui, c'est entre parenthèses, oui. Après, je pense qu'on peut respecter son adversaire. Tout en le saluant avant un match, en le saluant après un match. Mais après, une fois qu'on est dans son univers, c'est de se donner à 300%. Voilà, mais dans une forme de respect des règles aussi quand même. Dans le respect des règles, évidemment. Eh bien super, voilà qui est fait. Le questionnaire Rourou.